Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est ce qu'on appelle un homme d'influence, un homme d'affaires proche des cercles du pouvoir, que ce soit à Paris, Tunis, Rome ou encore Doha. Et son parcours reflète également le strass et le glamour de la capitale du cinéma, Hollywood. Tarak Benamar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes un producteur international, vous avez produit de nombreux films, que ce soit La Traviata, Pirate ou encore Hannibal Lecter. Et très récemment, un film qui vient de sortir en salle en France, en tout cas, L'Or Noir, réalisé par Jean-Jacques Hano. Alors c'est un film qui vous tient particulièrement à cœur. Ça a été pratiquement une obsession pendant des années et des années. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, j'étais producteur exécutif sur La Guerre des Étoiles, en train de tourner dans le désert tunisien, mon pays natal, où j'avais attiré tous les réalisateurs, dont Spielberg après pour faire Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et quand j'étais sur le tournage de La Guerre des Étoiles, je reçois un roman qui s'appelait La Soif Noire, qui parlait d'un jeune prince qui devait choisir entre la modernité, avec l'arrivée du pétrole, et entre l'islam modéré, pas modéré, entre son père et son beau-père. Et j'avais tellement été influencé dans ma jeunesse, comme beaucoup d'entre nous, par Laurence Zarabi. C'était pas l'histoire d'un Anglais qui est tombé amoureux du désert, mais c'était l'histoire du jeune prince. À côté de Laurence Zarabi, rappelez-vous d'Omar Sharif, le jeune prince habillé en noir. Et j'avais trouvé cette histoire de ce roman, La Soif Noire, un peu l'histoire de ce jeune prince, et c'est comme ça. Une façon pour un Tunisien ou un représentant du monde arabe de se réapproprier de cette histoire des années 30 ? Si vous voulez, j'avais envie de raconter le point de vue d'un jeune prince dans les années 30 qui était confronté, non pas à l'histoire d'un anglo-saxon qui lui découvrait le monde arabe, mais ce jeune homme qui devait choisir, que joue admirablement bien Tahar Rahim, et joue un jeune intellectuel finalement, un bibliothécaire, qui va devenir un leader malgré lui, puisqu'il va unir les tribus qui, elles, ont décidé avec lui d'exploiter le pétrole pour les bienfaits du pétrole. Alors, il se trouve que ce tournage, le tournage auquel vous avez assisté en grande partie, s'est déroulé en plein printemps arabe et d'ailleurs a été perturbé par le printemps arabe. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On avait démarré au mois d'octobre à tourner à la en Révolution Tunisie. de Jasmin d'ailleurs, Voilà, en Tunisie. oui. Hein. On a démarré bien sûr bien avant la proteste et au mois de décembre, on était dans le sud tunisien, à Tozeur, pas loin de Sidi Bouzid, et on sentait déjà... Sidi Bouzid, donc là où, Sidi Bouzid, là tout a commencé. Où le jeune homme s'est immolé, qui a été Mohamed vraiment Bouazizi. l'étincelle, Mohamed Bouazizi, qui a provoqué ensuite la révolution. Vers fin décembre, nous avons interrompu le tournage pour envoyer les acteurs et les techniciens dans leur maison, à l'étranger. On a repris le 3 janvier, et là, la révolution a lieu. Nous avons tourné jusqu'au 15 février, et ça a été 4 semaines et demie absolument incroyables entre la fiction, c'est-à-dire la prise de pouvoir d'un émir sur un autre, d'un prince sur un émir, du jeune prince sur son beau-père, et la fuite de Ben Ali dans un tourment révolutionnaire. Et Antonio Banderas, Tahar Rahim, Frida Pinto, Jean-Jacques Hano, tous les acteurs ont été à la fois sensibles à la révolution de ce jeune peuple, ont été homogènes. Ça a formé une famille autour et on a été très sensible de voir que les acteurs n'ont pas fui, que les techniciens n'ont pas fui et qu'ils ont ensemble, avec nous Tunisiens, qu'ils ont découvert le début d'une révolution et le début d'une démocratie. Ça a inspiré les acteurs. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 scènes dans le film où on sent qu'ils sont vraiment touchés par ce qui se passe à l'extérieur, même si ça se passe 80 ans plus tôt au Golfe. Alors il se trouve aussi que vous êtes patron, ou en tout cas financier de la première chaîne privée en Tunisie, et à ce titre vous avez rendu compte des événements qui se sont passés, c'était encore au moment de Ben Ali. En même temps, certains vous reprochent d'avoir été quand même assez proche du régime de Ben Ali, et notamment d'avoir signé une pétition pour demander qu'il se représente aux élections en 2014, et ça c'était donc en été 2010. Qu'est-ce que vous avez à Alors répondre à d'abord, ça ? cette histoire de pétition est un mensonge, qui a été démenti le jour même où elle est sortie. Et évidemment, je l'ai démenti quand c'est sorti sur les journaux. Et la preuve de tout cela, si notre télévision, avec mes actionnaires, nous avons fait la seule émission le 30 décembre, qui a parlé de la proteste de Sidi Bouzid et qui a parlé de la corruption. Et sur le plateau, il y avait tous les journalistes interdits de parole en Tunisie, le représentant des droits de l'homme, les avocats.
si nous avions signé une pétition au soutien de Ben Ali, on n'aurait pas fait une émission qui le critiquait pendant son règne. Parce que c'est facile de critiquer Ben Ali une fois qu'il n'est pas là. D'ailleurs, on a été cité comme un unique cas dans le monde arabe qu'une chaîne de télévision privée a pu critiquer un régime pendant la présence de ce régime. Et ça a été cité en disant que le Nouvel Observateur a dit qu'un tabou était cassé en Tunisie grâce à Nesma. Donc évidemment, on n'a pas soutenu Ben Ali. Évidemment, on subissait. En fait, ce que vous dites, c'est que votre nom s'est retrouvé à votre insu sur cette pétition. Moi et 150 intellectuels. Ça a été manipulé par le gendre de Ben Ali qui voulait mouiller toute une classe de la société civile pour montrer que Ben Ali devait être réélu. Évidemment, c'était un mensonge et on l'a prouvé. Alors, plus récemment, on a reparlé de votre télévision Nesma TV parce qu'elle a été attaquée par des groupes de salafistes au moment où elle diffusait le film de Marianne Satrapi, Persépolis. Oui. À ce moment-là, le directeur de la chaîne a présenté ses excuses. Est-ce que vous avez soutenu sa démarche? Est-ce que c'était effectivement... Est-ce qu'il fallait présenter ses excuses? Alors, d'abord, tous les partis politiques, y compris Nahda qui a gagné les élections, ça c'était avant les élections, 7 jours, avant le 23 octobre, ont dénoncé les violences faites à la chaîne. C'est-à-dire les menaces de mort sur nos journalistes, les menaces de brûler la chaîne, qui ont ensuite été évidemment exécutées puisqu'ils ont brûlé la maison du directeur général. Le directeur général, M. Nabil Karoui, qui est mon associé, a juste dit qu'il s'excusait pour le doublage qui avait été fait d'une manière inappropriée, où le doublage en langue tunisienne avait changé le sens du film en version originale française. Et c'était sur cette partie du doublage qu'il a dit qu'il n'avait en effet pas vu, qu'il s'excusait si ça avait perturbé ou peiné ou troublé des musulmans. Ce n'était pas notre intention, et je répète, Nesma ne voulait pas provoquer. Ce film, rappelons-nous, est passé en Tunisie, a été diffusé dans les salles, a été dans les DVD, a été primé au Festival de Carthage, a eu son visa de censure et le visa de censure des religieux, puisqu'il y a dans la commission un représentant des mouftis à Tunis pour tous les films. Il a été vu en Égypte, il a été vu à Abu Dhabi, primé, il a été vu en en Algérie. Donc pour nous, on ne pensait pas du tout, le film ayant été déjà diffusé, que ça allait provoquer, et je pense qu'il y a eu une petite manipulation. Oui. Ce qui a provoqué la polémique aussi, c'est une scène particulière quand même du film où Dieu est représenté, et dans l'islam, normalement, on ne représente pas Dieu. Si à l'avenir, un autre film... Là aussi, pardonnez-moi, j'ai parlé à la réalisatrice, elle vous dit, ce n'est pas Dieu dans le film. C'est une petite fille qui rêve et qui croit que c'est Dieu. Certainement. Attention. Certainement, mais c'est ce qui a heurté les esprits, en tout cas. Oui, enfin, d'abord, le film n'a pas été vu, il a fait 2% d'audience. Et les gens ont parlé du film avant même qu'il ne soit diffusé. Une semaine avant la diffusion du film, les menaces ont commencé. Sans avoir vu le film, il a été un prétexte. Alors certains nous disent, vous avez mal fait, parce que vous avez aidé Nahda à gagner. Je ne pense pas. Et je pense que ça a posé le problème de la liberté d'expression, puisque tous les partis politiques ont dit « nous sommes pour la liberté d'expression », y compris le parti qui a gagné. Donc si c'était à refaire, vous le rediffuseriez Oui, mais j'aurais été plus prudent sur le doublage. Qu'est-ce qui s'est passé? La version dans la langue de la Tunisie, le doublage a dit Dieu dans le doublage. Dans la version française, il n'y avait pas ça. Alors, à propos des salafistes, on parle en tout cas en France ou en Europe, on craint un risque d'une vague islamiste mais extrémiste. Les salafistes n'ont pas du tout gagné les élections en Tunisie. En revanche, ils manifestent de plus en plus dans la rue, dans une banlieue, dans une université de la banlieue de Tunis. Ils ont manifesté aussi pour demander la séparation des femmes et des hommes pendant les cours. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez pour l'avenir? Non, non. Je vais vous dire, les élections tunisiennes ont démontré la civilité du peuple tunisien. Et la démocratie, c'est savoir perdre. Donc, les gens qui ont perdu les élections se retrouvent à l'opposition, les partis. Ennahda a gagné 1 400 000 voix. Ennahda, donc, qui n'est pas salafiste, hein, c'est Pardon, oui, absolument. Le parti
Si je dois citer le futur Premier ministre, M. Ahmad Ijbeli, qui était hier à un congrès du tourisme à Monastir. Et nous n'avons pas de raison de douter, il a déclaré, nous ne sommes pas un parti religieux, nous sommes un parti civil démocratique. Et nous sommes pour le tourisme, qui est clé, nous sommes pour la liberté d'expression, nous sommes pour les acquis des femmes. Donc nous, société civile, quel est notre rôle? De rappeler cela aux gens, comme en France, quand ils font des campagnes pour les élections politiques. Le rôle de la société civile, le mien en tant qu'homme de médias, avec Nesma ou avec d'autres moyens, c'est de rappeler aux dirigeants qui maintenant nous gouvernent des promesses, de la garantie des acquis de la République tunisienne et en particulier des libertés civiques et surtout de la femme. En 2 mots, vraiment très rapidement, vous avez parlé du tourisme. Le nombre de touristes a énormément baissé en Tunisie. L'avenir économique du pays, vous pensez que ça va... Il y a une chance? Nous avons besoin de rassurer les touristes que le pays se porte bien, qu'il n'y a pas de problème de sécurité. C'est une année difficile et les gens qui ont gagné les élections doivent donner du travail. La démocratie sans travail sera un problème. C'est un enjeu pour la Tunisie et chacun de nous va essayer, moi dans mon rôle, quand on fait un film comme L'Heure Noire où des milliers de personnes travaillent, on montre les décors de la Tunisie, j'espère que les gens viendront dans ce beau pays. Voilà, et c'est sur cette phrase qu'on finit cet entretien. Merci beaucoup Tarek Benamar d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.